Allez, du coup, c'est parti. On démarre comme d'hab, structure de tendance. Alors, il y en a plein, mais ce matin, moi, j'étais sur l'euro-dollar, donc c'est pas mal. On va commencer là-dessus. Sauf si vous avez des cas particuliers à traiter. De toute façon, comme d'hab, hein, on traite ça de façon dépersonnalisée. On se prend pas trop la tête. On prend n'importe quel marché qui a des structures de tendance. Et ce qu'on fait, c'est qu'on identifie, comme d'hab, la tendance primaire. Ok, donc je prends l'euro-dollar ici ce matin parce qu'effectivement, c'est très très important. D'accord? Donc ici, on a affaire de toute façon à un mouvement de nature tendancielle, et j'ai bien vu vos questions dernièrement, et on va tenter d'y répondre. Hyper important de bien différencier une tendance d'un flux. Un flux, comme on l'a dit, c'est ni plus ni moins qu'un déplacement plus ou moins structuré du prix, qui va comme une tendance d'un point de prix, enfin, d'une zone de prix A à une zone de prix B. Mais quelle est la différence fondamentale entre un flux et une tendance primaire? Alors pour le replay, je suis désolé, vous n'aurez pas le texte encore, parce que on le remettra peut-être la semaine prochaine, le live room chat, pour que vous puissiez avoir le replay du texte avec. Sinon, c'est vrai que ça dépersonnalise un peu le truc. Euh, D'autres, enfin, vous êtes quand même pas mal. J'aimerais que vous participiez. Ayez pas peur de dire des conneries. Vous pouvez mettre votre micro, hein, on n'est pas non plus 50 000. Donc, si vous avez un micro et que vous voulez parler, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, n'ayez pas peur de dire des conneries. Donc, la différence entre un flux et une tendance primaire, c'est qu'il y en a un qui a une séquence et il y en a un qui n'en a pas. Le flux, c'est pas aléatoire non plus, mais séquencer un flux, c'est un petit peu plus compliqué. C'est principalement basé sur la volatilité, et la volatilité, elle réagit. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'aspect prédictible comme vous l'aurez sur la tendance. Voilà. Donc c'est ça la principale différence. OK? Une tendance primaire, c'est pas prévisible, mais presque. En tout cas, il y a une très bonne gestion du risque quant au suivi de la séquence des tendances classiques. Il y a des variantes, comme on l'a vu, des séquences alternatives qui peuvent venir brouiller les pistes en cours de route, exactement ce qu'on a par exemple sur l'Ethereum et des trucs comme ça. Ça vient juste redistribuer les cartes. Vous prenez un petit stop loss au milieu de la séquence, mais c'est tout va bien, ça garde une séquence alternative. On finira par aller de toute façon sur la zone B, quoi qu'il arrive. Ok, bon, les séquences de flux sont juste différentes dans le sens où en fait c'est des séquences qui remplissent pas les règles de la tendance. Les règles de la tendance, c'est que bah, vous devez être sur la tendance, pardon, sur l'UT la plus large à partir de laquelle vous sortez d'un range. D'accord? Donc, le but ici, c'est d'identifier déjà la séquence la plus large. Donc là, bon, bah, c'est pas compliqué. On est en tendance jusqu'au daily. D'accord? Ça veut dire on va pas se faire chier à passer en 15 minutes et machin. On va tout de suite en daily. OK? Puisque quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe là, ça va jusqu'au daily. D'accord? Donc, tout ce que vous avez sur les UT inférieures jusqu'au daily, ce sera au pire des tendances de degrés inférieurs. OK? Mais ce qu'on va chercher d'abord, avant toute chose, c'est d'aller sur le time frame le plus large, où j'ai un comportement tendanciel, pour essayer de voir déjà si j'ai affaire ici à une tendance ou à un flux. Est-ce que ça, c'est une tendance baissière ou c'est un flux? Comment je fais la différence entre les deux? Voilà, je m'assure d'être sur le time frame le plus large, donc je vais quand même aller jeter de toute façon un petit coup d'œil au time frame supérieur. OK? Et si je suis dans un range sur l'UT supérieur, bah, c'est compliqué. Ça veut dire que s'il y a une tendance qui émerge, elle émergera de l'UT supérieur et clairement pas de celle-là. Bref, ça, c'est les règles du prési. Je vais essayer d'aller vous les retrouver. Je crois que c'est 2 le prési, si je dis pas de conneries. Non. OK. Donc, c'est toujours pareil. Pour pouvoir appliquer la séquence. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, chier. Du coup, c'est tendance. OK. On s'assure bien de voir le range mature et pas de tendance sur l'UT supérieur. OK. Bon. Du coup, on va sur l'UT supérieur et on va vérifier tout ça. Donc, ici, on a bien sûr cette tendance-là. Pas de tendance ici. Mais d'accord, il n'y a pas de tendance claire sur cette UT. D'accord? L'euro-dollar en hebdomadaire, c'est pas une tendance. Ça va?
Jusque-là, on est tous d'accord? Donc notre tendance daily, c'est quoi? Tendance dans un... Oui, 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 bien sûr. En fait, je vais essayer de vous expliquer parce que c'est là où j'ai vu que justement ça a été mal compris la dernière fois. Parce qu'il faut que ce soit clair. Mais c'est juste on n'a pas utilisé le bon vocabulaire, donc on va redéfinir tous ces trucs pour qu'il n'y ait plus d'incertitude. Donc, ok, c'est pas un flux égal le machin fourre-tout et compagnie. C'est juste de dire un flux, ça se traite, ok. Il y a des séquences, comme la tendance, je vous les apprendrai, je vous ferai une catégorie sur les flux, ok. Mais il faut comprendre que dans la gestion du risque, d'accord, il y a une classification des trucs. Là où on gagne le plus d'argent avec le moins de risque, c'est dans les tendances. Donc, il faut savoir repérer ces tendances parce que quand elles sont là, ça prévaudra sur n'importe quelle autre gestion du risque. C'est là qu'on fait le plus de thunes dans les marchés. Ça marche? C'est hyper important que vous compreniez ça. Ok, l'objectif primaire de votre formation, c'est d'apprendre à trouver et suivre correctement les tendances. Ça veut donc, et ça inclut de base, de savoir faire la différence entre une tendance et un flux. C'est pas parce qu'un prix baisse qu'il est en tendance. D'accord? Donc c'est hyper important que vous sachiez catégoriser ça. Ce qui se produit le plus dans les marchés, d'accord, ce sont des ranges. À l'intérieur des ranges, il y a donc des déplacements de prix. Ces déplacements de prix, ce sont généralement des flux sur les UT inférieures, c'est-à-dire des déplacements de prix qui cherchent une zone spéculative. Voilà pourquoi je veux que vous appreniez à trader les ranges en premier. Parce que la plupart du temps, ces fameux flux, c'est tout ce qui ne correspond pas au schéma de tendance et qui se produit généralement à l'intérieur d'un range. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il est intéressant de suivre le flux, qui a une séquence très variable et principalement dérivée de la volatilité, ou est-ce qu'il est plus intéressant de savoir trouver la borne du fucking range et de la trader correctement? C'est lequel des trades qui est à plus faible risque? Voilà, moi ce que je veux, c'est que vous sachiez trouver les bornes d'un putain de range. En fait, dans n'importe quel flux, il y a des troisièmes bornes, et elles sont à très faible risque. Et pourtant, vous traderez contre le flux. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ok? Le trade à plus faible risque dans un flux, c'est la troisième borne de range. C'est le seul moment où il y a des gestions du risque qui sont jouables et tradables, avec un très très bon niveau de ratio risque-rendement. Parce que les flux, c'est une toute autre paire de manches. Si vous tradez des flux mais que vous ne savez pas identifier la zone d'objectif du flux, ça va être compliqué. Mais il faut comprendre que le flux, il n'a pas d'autre but que d'aller travailler la zone du range qui est demandé. Autrement dit, la borne de range. Donc il faut, avant de trader les flux, connaître quel est l'objectif potentiel, ou en tout cas théorique, du flux. C'est ça qui est hyper important. Et c'est pour ça que le flux ne peut être appris qu'après. Ah mais bien sûr, quand tu suis un flux, tu vas toujours TP sur les troisièmes bornes. Et c'est pour ça que c'est le trade à plus faible risque. Pour vous, celui sur lequel vous pouvez commencer à vous exposer sans connaître tout le tableau. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul moment de certitude dans un flux, la troisième borne, parce que tu sais que les vendeurs vont prendre les profits. Donc ça va forcément causer des retracements. Alors il y a des cas particuliers où ça va squeezer les troisièmes bornes quand il n'y a personne qui agit et tu prendras un stop loss parce que les troisièmes bornes, c'est pas un trade garanti non plus. Mais c'est là que se trouve le plus haut niveau de certitude. Bon, j'aime pas ce mot certitude, mais c'est là où se trouvent les meilleures probabilités d'espérance de gain positive dans un flux. C'est pas en suivant le flux, c'est en tradant contre le flux. D'accord? Après, je vous apprendrai à suivre le flux, parce que comme d'hab, la troisième borne, c'est ce qui vous permettra de récupérer vos profits. D'accord? L'ultime finalité, c'est de savoir trader les flux, c'est-à-dire un flux, c'est pas une tendance, parce que s'il y a une tendance, vaut mieux trader la tendance avec la séquence de suivi de tendance, etc. On récupère sur la divergence, etc. Un flux, c'est pas du tout pareil. Un flux, on trade la volatilité et on récupère ses profits sur la troisième borne. Quand vous ne savez pas encore faire ça, bah, la première des choses, c'est de trader les troisièmes bornes. Dès que vous voyez un flux, il y aura forcément des troisièmes bornes et vous pouvez les trader, il n'y a aucun souci, puisque ce sont toujours les zones sur lesquelles, normalement, les traders de flux récupèrent les profits. Ok? Voilà, c'est plus de dire, dans un premier temps, vous pouvez trader safe sur des troisièmes bornes, petit risk-reward ratio, ok, mais une espérance de gain positive avec un risque facilement maîtrisable. La pattern troisième borne n'est pas compliquée à apprendre. Par contre, trader un flux, je vous dis, c'est plus compliqué. Mais ça rapporte plus, hein, de trader dans le sens du flux et du coup de récupérer les profits. Ça marche? Est-ce que c'est plus compréhensible sous cette forme-là?
Donc, la plupart du temps, sur les petites UT, ce que vous allez trouver, ce sont des flux, parce que vous allez avoir des déplacements de prix à l'intérieur de range d'UT supérieur. Pour le Forex, pourquoi c'est la méga merde? Et évidemment que vous nagez, parce que je l'ai toujours dit, en mensuel, toutes les paires Forex majeures sont des ranges. D'accord? Ça, c'est pas une tendance, c'est un range. Point. Ça veut dire qu'on décale rarement, durablement, au-delà de la moyenne. Ok, dès qu'on s'écarte de la moyenne, bam, ça revient. Et on fait que passer dessus, dessous et dessus, dessous. Et dès qu'on s'écarte trop de la moyenne, bim, on se mange un repli vénère. Bref, on n'arrive pas à installer des tendances. Au mieux, ce qu'on peut avoir, ce sont des ranges tendanciels, comme on avait par exemple sur l'euro-dollar. Ok? Ça marche jusque-là? Donc, le principal problème que vous avez sur l'euro-dollar, c'est qu'en fait, vous n'avez affaire qu'à des flux de court terme, parce qu'il n'y a pas de tendance claire en fait sur ce marché. Il n'y a pas de tendance, ni haussière, ni baissière, ni etc. Puisque quoi qu'il arrive, pour installer une tendance, vous devez trouver le range le plus large à partir duquel on pourrait sortir. Ben, le range le plus large à partir duquel on pourrait sortir, c'est le mensuel. Et on n'en sortira jamais. Enfin, on peut en sortir, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une vraie différence de potentiel qui va s'installer. Il va y avoir une fuite de capitaux d'un de ces pays vers l'autre. Mais ce que l'histoire nous dit, c'est que historiquement parlant, c'est juste des forces oscillatoires. Il y a des moments où tel pays est un peu mieux que l'autre, donc ça fait ceci, cela. Mais globalement, à travers l'histoire, ça s'équilibre. Voilà ce que ça nous dit. Tant que ce mécanisme-là ne change pas, et moi d'un point de vue spéculatif, j'ai aucune raison de voir ça changer, on ne peut pas trader de tendance dans les forex. Tout ce que vous aurez, c'est des flux. Mais par contre, trouver les bornes de ces flux en tradant les bornes de range sur les forex, ça, vous savez faire. Et ça marchera très bien. Est-ce que sous cette forme-là, c'est plus simple? Parce que le forex, je sais que vous ramez en ce moment, mais vous essayez d'appliquer des tendances dans un marché qui n'en proposera jamais. Ça ne trade jamais en tendance, les forex majeurs, donc les euros-dollars, etc. Jamais de tendance. Parce que par définition, ce sont des flux financiers en plus de ça. Donc ce sont vraiment des flux de capitaux qui alimentent ces trucs-là. Et ça traite des moments. Voilà. Là, en ce moment, le flux, il est baissier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent leurs euros pour acheter des dollars, mais c'est des gens qui utilisent leurs euros pour rembourser de la dette en dollars. Et une fois qu'ils auront fini, tu vas avoir le flux inverse, c'est-à-dire les investisseurs américains gavés de dollars qui vont venir acheter des boîtes européennes pas chères. Et tout à coup, c'est compliqué d'expliquer les forex. Il faut juste comprendre que c'est un métier et que même moi, je ne suis pas bon là-dedans. Voilà. Mais par contre, je sais très bien identifier les bornes de range, c'est-à-dire les zones où la gestion du risque, elle est favorable ou non à s'opposer au flux. OK? Et en attendant, il y a toutes les troisièmes bornes. Donc, je veux dire, cherchez toujours pareil le moment où vous avez votre fameux flux. OK? Donc là, on l'a vu, le flux, il bourrine dans tous les sens et il s'étale là du 3 minutes au daily. Autant te dire que ça bourrine bien, hein? OK? Pardon. Et là-dedans, vous voulez qu'on s'amuse à identifier toutes les troisièmes bornes là-dedans? Parce que ça, c'est plutôt en analyse de range qu'on devrait le faire. D'accord? Mais pour vous, donc en analyse de tendance, à la limite, si vous voulez, on reprendra l'exemple euro-dollar tout à l'heure dans l'exercice de range, mais pour vous, dans la partie tendance, du court tendance, il faut juste retenir que quand vous ne pouvez pas exploiter les structures de tendance primaire, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon ou il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est juste que vous avez affaire à des logiques de flux. La logique de flux, ça se traite de manière différente, il faut comprendre comment on suit un flux. Alors maintenant, si vous voulez, on peut faire un cours ce matin sur le suivi de flux. Je vous le mettrai dans le prési aussi de toute façon. Mais bon, voilà, il faut comprendre que c'est principalement basé sur deux mécaniques, c'est ce qu'on avait dit, c'est le volume et la volatilité. Il y a plein d'autres facteurs, mais ces deux-là fonctionnent plutôt bien. Ok, donc, suivre un flux, ça nécessite, number one, identifier la borne du range. D'accord? Les flux ne se produisent que dans les ranges. Ok? Ça c'est clair, hein? J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, c'est qu'il y a une tendance. Si on est sorti du range, c'est qu'il y a tendance. Ok? Dans ce cas-là, on applique le schéma de tendance primaire. Ou tendance alternative si ça dévie de la séquence. Mais à partir du moment où on sort d'un putain de range le plus large possible et où on rentre en discovery, c'est une tendance. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Le premier truc qu'il faut faire, c'est donc identifier les bornes du range. Bon, bah là, comme je vous l'avais dit, sur ce truc-là, on a plutôt une structure de range acheteur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait normalement dans un range acheteur?
Bah non, c'est pas buy sell, c'est on achète dans les contextes acheteurs, on vend au-dessus des contextes vendeurs. Il est normal de tenir des clôtures au-dessus des contextes vendeurs, clôture de contexte, hein, j'entends bien. Il n'est pas normal d'obtenir des clôtures de contexte sous les contextes acheteurs. Ça marche? Ok. Bon, donc, est-ce qu'on est dans une zone de soutien de l'euro-dollar ou est-ce qu'on est dans une zone de vente? On est dans une zone de soutien. Ok, donc, est-ce qu'on cherche à suivre le flux? Bah non. Voilà, point. C'est aussi simple que ça, l'analyse euro-dollar pour un tendanciel. Enfin, pour un trader de tendance, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a rien à faire sur l'euro-dollar. Il y a des flux baissiers qui vont chercher des niveaux d'invalidation, éventuellement, et vous ne pouvez pas les suivre, parce qu'on est sur une zone où il va falloir acheter. Voilà. Mais par contre, tu peux trader toutes les troisièmes bornes à l'achat. Ça oui. Et elles marchent toutes. Elles marchent absolument toutes. OK? Donc, une fois que tu as identifié la zone d'objectif du flux, tu cherches l'UT la plus large sur laquelle ce flux se met en place. Donc, tu sais que ton range, il est mensuel. C'est le premier truc à faire. Tu identifies la zone dans laquelle tu ne suis pas le flux. OK? Dans un range acheteur, dès qu'on est dans le contexte ou sous le contexte, interdiction formelle de vendre. Donc, tu sais que ta zone ici, c'est putain, c'est ça que le flux est en train de traiter. OK? Interdiction formelle de shorter là-dedans. OK? Donc, tu vas chercher tes flux. En hebdo, t'as quoi? T'as pas grand-chose. OK? On l'a vu, hein, ici, tu pourrais, tu vois, j'en vois là justement qui me disait, il y a une tendance baissière sur l'euro-dollar parce qu'on sort d'un range par le bas et il y a des breakouts. Non, mais c'est pas une tendance baissière. Tu es à l'intérieur du range mensuel. Donc, s'il y a une tendance qui doit émerger, c'est en mensuel. Et on a bien vu que c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Voilà. C'est juste, ça marche pas comme ça. Tu peux pas avoir de tendance à l'intérieur d'un range du T supérieur. Point. OK? Ça casse les règles. Voilà, pas de range sur l'UT supérieur. Sinon, la tendance, elle émergera sur cette UT-là. Il faudra sortir de celui-là de range. Donc, ce que vous avez ici, c'est pas une tendance, c'est un flux. Et pour l'instant, ce flux, il n'est pas du tout sur une UT hebdomadaire, puisque la moyenne, elle est toujours dans les contextes. Elle commence à se réorienter à la baisse, etc. Mais ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un breakout de tendance ou un breakout de range? Voilà, au mieux, c'est un breakout dans un range du T supérieur. Tout ce que ça produira, c'est des ratios 1 pour 1. D'accord? C'est-à-dire que ces breakouts, ils ne vont jamais créer de tendance. Il n'y a pas de suivi de tendance après validation-confirmation. Le mieux que ces breakouts peuvent obtenir, d'accord? Donc là, on voit bien, c'est à peu près par là que ça break, c'est au mieux, on va tirer un ratio 1 pour 1, mais on n'arrivera pas à installer de tendance au-delà. D'accord? Il y en a un qui a son micro et qui fait du bruit blanc. C'est pas très pratique. S'il peut s'identifier et faire gaffe, merci. Vous pouvez parler, hein, mais normalement, évitez d'utiliser le push-to-talk si vous ne parlez pas. Donc bref, ici, on ne peut pas utiliser la logique de flux parce qu'on est déjà en train d'arriver sur la zone où on ne suit plus le flux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? On cherche le time frame où le flux se met en place, là où il y a de la tendance. Voilà, là, on a bien un flux baissier. OK, il n'y a pas de souci. Donc, ce flux baissier, ici, on ne peut plus le trader à la vente, puisqu'on l'a vu, on est donc dans la zone où on arrête de trader le flux. C'est le moment où, normalement, tous ceux qui ont tradé ce flux avant, ils font quoi? Ils récupèrent les profits. Donc, ça crée des troisièmes bornes, et c'est le seul moment où on saura, avec une très bonne probabilité en gestion du risque, ce qui va se passer. On ne connaît pas l'avenir, mais on a de très bonnes probabilités pour s'y exposer dans ces moments des troisièmes bornes, puisqu'on sait qu'il y a de très fortes chances que ceux qui tradaient ce flux vont se barrer. Alors, si on refait une boîte de contexte non dépassée en H4 voie day, on peut faire les trades du jour dans ces contextes. Alors, là, je vous apprends comment trader les flux à faible risque. D'accord? C'est-à-dire, comme d'hab, on va progresser dans le terrier du lapin blanc. La plus facile des gestions à obtenir dans un flux, c'est déjà de trouver le range d'UT supérieur dans laquelle on se positionne.
Ok? En général, les flux se trouvent 2 à 3 UT en dessous. C'est le classique, quoi. Enfin, c'est... Quand tu vas traverser un range mensuel, en général, tu vas avoir des comportements tendanciels en daily et 4 heures. Ok? C'est là où généralement tu vas retrouver les flux. Ok? Donc tes flux, la pattern de flux, entre guillemets, si je devais te la mettre, d'accord? La pattern de flux, bon, je vous la mettrai dans le prési parce que je vois que ça vous plaît. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être de chercher UT-2, -3, du range mature, enfin du range mature, du gros range. Après avoir identifié ta zone, essayez d'identifier le flux qu'il va y avoir dedans. Ok? Essayez d'identifier sa zone d'objectif, etc., etc. Ok? Donc là, le flux sur l'euro-dollar, vous pouviez le traiter à peu près par là. C'est à ce moment-là où, si vous aviez envie de suivre le flux, vous pouviez le faire. D'accord? C'est le moment où vous avez un comportement tendanciel du prix. Donc là-dedans, il y avait les suivis du flux sur l'euro-dollar. Mais à partir du moment où on rentrait dans les contextes mensuels, game over. Vous vous rappelez de ça? Ok? Donc là, il y avait des suivis de flux. Et toutes les troisièmes bornes, à chaque fois, doivent normalement être payées. Qu'est-ce qu'on voit sur l'euro-dollar? Ça ne veut pas là. Il y a 0 troisième borne. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'euro-dollar? Tout le monde suit le flux, mais personne ne récupère ses profits. Oui, donc à chaque fois, on casse du ratio 1 pour 1 en plus. Mais c'est surtout de dire, personne ici, enfin, il n'y a vraiment aucun acheteur qui vient se positionner. Il n'y a toujours pas assez de rebond pour constituer des troisièmes bornes. Là, on aurait pu, mais ça n'a pas marché. Et moi, c'est là, du coup, que j'ai déclenché mes stop-loss. Voilà, très gros flux vendeur, et surtout, il n'y a personne qui vient s'y opposer. Et ça, vous le voyez, grâce à quoi? Grâce au fait qu'il n'y a pas de fucking troisième borne. Il y en a eu une ici, et c'est tout. Donc, vous savez que le flux sur l'euro-dollar, il n'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Enfin, pour l'instant, il est pas du tout en train de faire son bottom. Non, non, c'est même pas une question de contexte arraché. Là, je pense qu'on va faire un bottom local, ça c'est clair. Un tout petit peu plus bas, mais voilà. Il va falloir créer des troisièmes bornes, oui. Tant qu'il n'y a pas de prise de profit, le flux ralentit pas. Point. Tant que vous n'avez pas des rebonds qui retournent au moins le canal de tendance, on n'aura pas d'opportunité d'avoir une troisième borne. Et quand on en aura une, à mon avis, ça va être par là, hein, je vous garantis, puisque quand on rentre dans la zone d'atterrissage, les mecs sont pas débiles. Ils savent très bien que le flux a peu de probabilité de traverser le machin en ligne droite. Hein. Donc, il faut bien comprendre ce truc-là. Ok, le scénario du je dis, ça nécessite des facteurs externes. Donc là, j'ai dit, ceux qui sont vendeurs de l'euro-dollar aujourd'hui, s'ils ne récupèrent pas les profits, ils sont complètement cons. Hein. Mais ils vont le faire, tu vois. C'est de dire, là, ils sont dans un mode d'observation. Plus ça baisse, plus ils prennent de bénéfices. Mais qui a parlé d'acheter l'euro-dollar? Moi, je n'achète plus là l'euro-dollar. C'est de dire, je me suis fait démonter. Donc, premier truc, j'ai coupé une partie des pertes. Et maintenant, j'observe pour savoir si je dois en couper plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des mecs comme moi qui sont dedans et on va être obligé du coup de former une troisième borne pour faire sortir les vendeurs. Travailler un peu ce range-là, mais il y en aura pourquoi il y en aura encore? Parce que ça se paye toujours en impair, les troisièmes bornes. Les flux se terminent toujours par des schémas de troisième borne impair. Ça n'a rien à voir avec les hot wave et tout ça. Enfin, oui, ou alors ça peut être une parallèle. Mais pour moi, c'est de dire j'en ai qu'une. Donc là, de toute façon, celle qu'on va faire ici, ce sera la deuxième. Donc je sais qu'il y en aura d'autres derrière. Ok? Et après, Phil, tu te rappelles des trades du jour qui avaient proposé, peut-être ça fait un an de ça, avec les Ah, zones. oui, Et c'est ça en fait que je voulais dire. oui, bah C'était faire un parallèle avec ça. c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si tu y réfléchis, c'était quoi les trades du jour à l'époque? C'était paye la moyenne quand elle est proche du contexte et que tu as identifié la zone à viser. C'était ça, hein? On est Ah ouais, d'accord. ouais, moi j'en fais encore, hein, de temps en temps quand j'en vois, je les prends. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est aussi con, si tu veux, que ce que je vais te donner là. C'est-à-dire trader la borne de volate quand elle est repliée ou un truc comme ça. C'est la même chose. Si tu veux, si tu trades la moyenne avec un contexte dans le sens du flux, normalement ça va marcher sans souci. Hein. Par contre, du coup, dès qu'on a, là, dans le cas de l'eurodoll, vu qu'on est dans le contexte mensuel, oui, on est dans le contexte mensuel, du coup, il doit arrêter de faire ses trades du jour, on est d'accord? Ah ben carrément oui. Ok. C'est plus de dire tu peux les reprendre dès qu'on sort de la zone. Ce que ça veut dire, c'est il n'y a aucune vente permise à l'intérieur de ce truc. Mais si on en ressort, bah oui.
Ok, ouais, on est d'accord. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si on refait une boîte de contexte en 4 heures ou en daily parce qu'on a fait Ah, un mais de toute repli, façon, je te le éventuellement. garantis, on va rebondir sur l'euro-dollar parce qu'il va falloir proposer des gestions vendeuses. D'accord? Et je te garantis que ça va arriver dans les prochains jours d'ailleurs. Mais voilà, le truc, c'est que là, il va falloir rebondir. Comme tu l'as compris, si tu commences à avoir les mécanismes, il va falloir rebondir suffisamment pour casser ça, là, la ligne de tendance. Donc, on va probablement avoir un beau rebond sur l'euro-dollar, probablement de courte durée, puisque derrière, ça va seulement proposer une troisième borne qui sera de très maigre intérêt, puisque si tu l'as bien compris, dès qu'on va se retrouver avec un contact à la moyenne sur les UT inférieures, et tu as droit, donc comme ton time frame de référence est là, tu as droit de travailler daily 4 heures, c'est généralement là que tu vas trouver les flux, bah tu sais que dès qu'on va taper la moyenne en 4 heures avec les contextes vendeurs dans le coin, ça va reshorter direct. Donc tu comprends que les replis ici, ils vont pas durer longtemps, c'est la deuxième des troisième bornes, donc elle va pas être fortement recherchée par les traders en reverse, ok. Mais il va falloir respirer, parce que c'est toujours pareil, dans un flux, il y a une séquence à suivre. Enfin, une séquence, c'est pas une séquence, mais voilà, c'est pas non plus aléatoire les flux. D'accord? Mais c'est plus chiant à gérer qu'une tendance. Dans la mesure où, si tu veux, la tendance, tu ne sais pas où elle s'arrête. Donc, il y a vraiment une séquence de recherche du prix, il y a une séquence de recherche de la valeur, voilà, enfin, une séquence de recherche de la valeur par le prix, qui séquence les tendances, je te dis, avec une précision chirurgicale. Vous l'avez vu, les jaunes, d'accord? Le truc de la séquence de tendance, c'est pas un truc sorti de nulle part qui fonctionne pas très bien. Ça fonctionne de façon chirurgicale, le truc. Vous avez vraiment craqué le code du marché, quoi. Alors, il y a les séquences alternatives et tout ça, mais mis à part ça, vous avez craqué le code de la tendance. Point. Par contre, les flux, c'est différent. Le flux, il faut savoir identifier la zone qui est visée. Parce que si vous suivez le flux dans la zone, vous êtes mort. OK? C'est là que le risk-reward ratio s'inverse. OK? Dans un flux, vous avez vraiment un bon risk-reward quand vous attendez des replis, etc. Mais alors par contre, si vous appliquez des logiques de flux sans identifier la zone d'objectif, c'est là où votre ratio risk-reward il passe carrément en négatif. Enfin, votre espérance de gain repasse en négatif. Parce que vous allez trader le suivi d'un flux dans une zone où franchement la probabilité de rebond va être beaucoup plus significative que la probabilité de poursuite. C'est le moment où, si vous vous faites piégé par un contre-pied, vous êtes mort. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème d'un flux, c'est que si tu trades proche de la zone d'objectif, c'est là où tu vas avoir des choses très atypiques qui vont se produire. Par exemple, une troisième borne qui tient, et puis d'un coup, là, tu te dis, ouais, je suis à la vente ici, et d'un coup, boum, tu te manges un truc comme ça. Alors là, si tu n'as pas mis de stop loss ou un truc comme ça, mais tu vas te faire dégommer la gueule. Donc, il faut vraiment faire attention, ok? Les logiques de flux, elles ont pour objectif d'aller chercher une zone de prix. Ce qui va se passer sur cette zone de prix dépend de la zone de prix, justement. Comme il s'agit ici d'un range acheteur sur l'euro-dollar, je peux vous dire que quand on va rebondir sur l'euro-dollar, il faudra avoir le cœur accroché. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit de faire très attention aux exits qu'on avait déclenchés ici, parce qu'on arrivait sur la zone, et quand je vois un exit, je vous avais dit, faites gaffe, ça peut rebondir vénère nique sa mère. Il y a plein de flux qui s'arrêtent dès le début de la zone, hein, surtout quand on colle des exits sur les UT supérieurs. C'est pour ça que j'avais dit de faire très attention à l'euro-dollar. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché, puisque justement, les trades que j'ai pris sur cette zone-là, je les ai stoppés. Mais j'ai toujours ceux que j'ai là. Hein, parce que eux, j'ai pour l'instant pas de raison de les invalider. Je vais les invalider sur le repli. Voilà. Ça marche? Est-ce que ça vous parle un peu plus sous cette forme-là? Mais bref, hormis ma gestion perso de comment je vais sortir mes trades péraves, le truc, ça va être de dire, il est où le prochain trade à faible risque? Troisième borne. Paf, vous prenez la troisième borne et vous ne faites pas chier. Si vous voulez revendre derrière, il y a deux méthodes. Toi, tu te rappelles du trade du jour, ça fonctionnera sans problème, d'accord? C'est de dire, tu vas aller taper en 4 heures, et dès que ça... Pardon, oups là. Et si ça revient de frapper ton contexte et ta moyenne, qui vont être à peu près par là, hein, voilà, tu sais que ça se revend. Pour aller viser, toujours pareil, un retour dans les contextes mensuels. Et ici, comme d'hab, comme on l'avait vu la dernière fois, rappelle-toi, on avait dit quoi pour les trades du jour? UT-3, -4. De mémoire, c'est ce qu'on avait dit. Voilà. Tu vois que c'est la même chose en fait. Si tu veux, une fois que tu as compris comment fonctionnent les outils, tu peux faire ce que tu veux.
Voilà, après ça, cette méthode-là, on l'avait vraiment fait pour l'intraday, effectivement, c'est-à-dire dès que tu avais des flux sur les UT daily et 4 heures, tu pouvais appliquer 3 minutes, 15 minutes. On avait mis un prisme de lecture qui était vraiment intraday, si tu veux. C'est plus de dire de mémoire à l'époque, quand on avait fait ce truc-là, c'est parce qu'il y avait des gens qui voulaient un trade tous les jours. Ouais, ouais, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je dis, je veux juste que vous ayez dans votre tronche ces mécanismes de gestion du risque. Après, quelle stratégie vous allez appliquer, m'en cogne un peu. En fait, théoriquement, une fois que vous avez compris les mécanismes de gestion du risque des indicateurs, vous pouvez les décliner, ces stratégies, pratiquement à l'infini et en faire un peu ce que vous voulez, quoi. Tu vois, la stratégie du jour, c'est ni plus ni moins qu'une stratégie logique construite sur des mécanismes de gestion du risque qui est ni plus ni moins qu'un le suivi d'un flux, en fait, hein. Voilà. Ah bah tu peux pas faire comme tu veux. Moi, je vous fournis un cadre. Après, je vous ai toujours dit, j'en ai rien à foutre de savoir là où vous finirez. Je sais que vous finirez tous à des endroits différents. Il n'y a pas un moule pour tout le monde. Enfin, si tu veux, des stratégies, ça correspond à chaque trader. La stratégie, elle doit être personnelle. Mais il faut que vous ayez le moule. Parce que, comme je l'ai dit, les traders qui gagnent, ils ont tous le même moule. Après, chacun sa petite personnalité, fibre perso, etc. C'est justement, vous donner ma stratégie de but en blanc pour que vous en fassiez exactement la même chose que moi, c'est pas le but. C'est juste de vous faire comprendre qu'il y a des règles dans ma stratégie et qu'il faut que vous appreniez ces règles d'abord et après vous customisez. Quand vous avez pigé à quoi servent chacune des sorties, leur but, etc., en fait, vous pouvez custom assez vite. Mais demandez toujours, voilà, c'est de dire si vous voulez faire du customing alors que vous êtes encore en train d'apprendre, vous demandez, voilà. Mais normalement, quand vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est là où vous pouvez customiser. Alors vous y allez doucement la première fois que vous... Mais normalement, tu vois, comme je te dis, que ce qu'on vient de dire sur le flux, ça ressemblait vachement, par exemple, à cette pattern-là qu'on avait mis à l'époque pour fournir un trade tous les jours. Ce qui veut dire qu'en t'apprenant les logiques de flux ou les logiques de tendance, bah, en soi, tu te démerdais. Voilà. Donc, bah, par exemple, celle-là fonctionne très bien. Tu as trouvé ton range en trimestriel ou en mensuel. Bah, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu peux trader les flux en 4 heures. Enfin, tu peux trader tu peux faire ton trade du jour en 4 heures. C'est la même chose que ce que toi, tu fais sur une référence 4 heures. D'accord? En allant trader les flux en 3 minutes. Tu peux, si tu veux. Normalement, il n'y aura aucun problème à faire ça. Tu identifies les zones de demande en 4 heures, et si tu en vois une, tu sais qu'il y aura forcément des flux en 3 minutes qui vont tirer vers cette zone tant qu'on n'est pas dedans. Et dès qu'on est dedans, terminao. C'est la même chose. Mais c'est vrai que tu vois, à l'époque, si je vous ai mis ça, c'est peut-être un peu vénère dès le début quand même. Enfin, tu vois, un débutant qui essaye de faire ça, c'est compliqué. Parce que je te dis, il faut déjà identifier la zone de demande. Donc là, ton exercice, toi, du trade du jour, si tu veux l'appliquer par exemple sur l'euro-dollar en 4 heures, ok, bah, tu es déjà obligé d'identifier la nature du truc en 4 heures. Donc là, en 4 heures, tu as quoi? Tu as déjà un flux. Comme tu connais pas l'objectif de ce flux, comment tu fais dans ton cas là? Et oui, c'est là, tu vois, le problème où justement, ok, on est d'accord. Voilà, tu fais pas parce qu'ici, il y a pas, tu peux pas identifier où se trouve la zone de demande en fait. Tu sais pas où ça va. Ça tire vers le sud, mais tu sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Donc tu sais pas à quel moment toi tu vas devoir t'arrêter. Donc tu fais pas. On est d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Donc là, t'as vraiment rien. On peut faire l'exo en daily. Non, daily, c'est pareil, tu es déjà sous les contextes. Donc tu sais très bien qu'ici, tu peux pas exploiter les flux 15 minutes. Là, si tu vends les moyennes en 15 minutes, tu vas t'en manger une. Enfin, voilà, c'est plus possible. Ça fonctionnait probablement par là.
Tu vois? Là, ici, ça a dû fonctionner pas trop mal. Putain, on va faire l'exercice si tu veux. Donc, on va se mettre en contexte par là, voir si ici, tu n'avais pas des stratégies à mettre en place sur des stratégies intraday. Ouais, et encore, même là, tu étais déjà passé sous le contexte. Donc là, déjà, c'était très compliqué, hein. On va voir sur la boîte de contexte suivante. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, tu vois que tu peux faire un truc ici. Tu vois, sur ton daily, tu vois bien que ça va demander par là. Ça va jusque-là ou pas? Ok. Tu sens que ça va essayer de tirer vers cette zone-là et t'en es suffisamment loin. Donc là, tu peux te dire, effectivement, je vais essayer d'aller voir mon 15 minutes s'il me propose pas un truc. Ah merde, il n'y a pas la data. Ah, fait chier. Bon. J'ai pas la donnée. Bon, du coup, je vais mettre une moyenne 20 en 4 heures, on est d'accord, ça marche. Et on va faire ça avec une moyenne 20 en 4 heures. Je bricole un peu hein, pour qu'on y arrive. Ok. Donc ici, à quel moment tu retrouves la moyenne? Attends, ça c'est une moyenne 24 heures, ça? Ça me paraît chelou. Si, voilà. Ok. Donc, à quel moment tu retrouves ta moyenne et ton contexte vendeur? Huit. D'accord? Donc là, tu sais que tu pouvais y aller short qui peut, hein. Non, non, c'est pas, on n'est plus en daily là. Ah, en fait, donc on était en daily. Attends, donc je te la remets. On va identifier le point. Voilà, comme ça, donc il est là le point qui t'aurait intéressé. Donc tu te mettais en daily. D'accord? Tu venais ici sur ton analyse en daily. Et à ce moment-là, tu as une clôture d'une boîte de contexte. Tu as toujours le flux en place. Tu sens bien, d'accord, que dans ce truc-là, si tu veux faire une stratégie intraday, ça va viser ce truc-là. On l'avait dit, quand tu es en référence daily et que tu trades en 15 minutes, ça peut mettre plusieurs jours, hein. Voilà. OK? Mais donc là, tu sens que de toute façon, tu vas viser l'atterrissage dans le contexte, voire un débordement si t'es chaud, quoi. Mais en tout cas, on va viser le contexte, quoi. Tu te rappelles ce qu'on avait dit, l'attracteur, etc. C'est vraiment, voilà, tu vas viser sans aucun souci ce truc-là. Donc, bah, à chaque fois qu'en 15 minutes, tu vas avoir la moyenne et le contexte au même endroit, d'accord? C'est là où tu shortes. C'est ce qu'on avait dit sur le suivi de... Ok. Donc, ici, pour te simplifier, je ne peux pas avoir de la donnée 15 minutes. D'accord? Là, la donnée 15 minutes, elle est plus viable, ici. Donc, comme je ne peux pas avoir la donnée, je te l'ai émulée. Donc, je t'ai mis ici ce que tu aurais vu en moyenne 20 en 15 minutes. Et le contexte 15 minutes, tu le vois là. On est d'accord? C'est le canal de tendance horaire. OK? Donc là, toi, ce que tu aurais vu, à quel moment tu avais le contexte et la moyenne à côté en 15 minutes, ici. Et ben là, tu shortais, bim, tranquillou. Tu visais en daily, comme on l'avait dit. Donc tu vendais à peu près par là, je pense. Et tu avais un objectif. Alors là, j'arrive pas bien à voir où il est le contexte. Alors, on va faire simple. Bah, voilà, tu visais, soit tu l'as joué easy, tu visais un atterrissage dans le contexte, soit tu l'as joué hard et tu essayais de viser ça. Soit tu faisais un peu un entre-deux. Mais comme tu as un flux baissier, normalement, les prix sont supposés aller déborder les contextes. Donc là, bah, tu sais que dans tous les cas, par contre, tes objectifs, ils se trouvent là et... Merde. Là et ou par là, quoi. Bah, tout dépend. Si tu vises plus, tu as un meilleur risk-reward, mais il ne faut pas être trop gourmand non plus. Voilà. C'est plus gourmand égale bah, meilleur rendement, mais plus de risque de transformer un gain en plus rien. Tu vois. Bon, ça reste que tu rentres par là. Ok, pas de souci. Et tu suis gentiment ton flux. Ça met 3 plombes. Et voilà. Ok. TP1. Alors là, t'as mis combien de jours? T'es rentré le 31. Putain, ça a mis 3 plombes. Ça a mis 2 semaines. Enculé. Ouais, après, bah, c'est comme ça, hein. Là, pour le coup, c'était vraiment long. Là, c'était vraiment long.
Et t'en avais plein, hein. Du coup, t'en avais un ici, t'en avais un deuxième à peu près par là. D'accord? Et là, ceux-là, tu prends surtout pas, hein. On est d'accord? Là, tu es dans la zone d'objectif, tu es hors de question ici de prendre ce truc-là. Oui, 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 mais tu peux, voilà, ça mettra plus ou moins de temps. Là, c'est vrai que ça a été vraiment long, hein. Ça a été vraiment, vraiment long. Mais bon, ah, c'est pas un problème non plus, hein. Il faut que tu sois malléable sur ce truc-là. Donc, c'est bon, mais ça, c'est le rappel d'une vieille pattern qu'on avait fait à l'époque. Le suivi du flux, c'est pour moi la même chose, hein, mais c'est moins risqué celle que je vais vous mettre dans le précis que ça. Parce que ça, c'est appliquer une contrainte de time frame pour trader obligatoirement en 3 minutes, 15 minutes, donc sur des zones 4 heures daily, etc. Ça veut dire qu'il faut quand même déjà savoir contextualiser ton 4 heures daily pour trouver les zones de demande, etc. Ça demande, pour ma part, c'est un peu la même méthodologie, ok, mais c'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus risqué parce que vous appliquez des contraintes. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous apprendre sur les flux, c'est déjà trouver le range, le range du T. Voilà, ça va vous permettre déjà de descendre sur des UT inférieurs, puisqu'on travaille UT-2, voire UT-3 sur un flux, mais encore faut-il savoir identifier le range. Oui, mais toi ça va, je vois bien que tu sais gérer ton risque, c'est pas un problème. Donc j'ai moins peur, si tu veux, quand tu me dis que tu inventes un peu des stratégies, enfin pas que tu inventes, mais que tu crées tes propres stratégies. Ça me gêne beaucoup moins, je vois bien que tu as compris le principe. Bon, pour les autres, ceux qui veulent apprendre à séquencer les flux, ok, c'est vraiment le truc de base, trouver la zone de demande à faible risque. Ça sous-entend donc de savoir identifier le contexte. Là, le contexte, on l'a vu, c'est du range haussier mensuel. C'est tout ce qu'on a. Ok? Et comme il y a franchement pas mal de bornes, ça sent peut-être le range trimestriel. On est d'accord. Merde. C'est-à-dire que ça se trouve, le range, il fait ça, on n'en sait rien, et c'est un gros range trimestriel. Bon, dans tous les cas, ici, on a clairement une composante dans laquelle bah, il y en a un des deux qui est plus fort que l'autre. Ok. Donc pour l'instant, c'est plutôt range haussier. Donc dès qu'on tape les contextes acheteurs, on fait très attention à ne surtout plus suivre les flux vendeurs, et on cherche les fameux flux UT-2, -3, daily 4 heures. Ok? Donc pour moi, les flux à faible risque que vous pouvez traiter, d'accord, c'est-à-dire les mouvements pseudo-tendanciels de l'euro-dollar que vous pouvez traiter, ils se trouvent en 4 heures et en daily. Ok. Et comment on séquence ce truc-là? Bah, c'est pas compliqué. D'accord. Une fois que le flux il est là, la méthode la plus simple à utiliser, c'est pas celle qu'on vient de parler avec Monkey, celle dont on vient de parler avec Monkey, qui marche tout aussi bien, hein, d'accord. Mais la logique de flux la plus simple à utiliser, c'est quand même la volatilité. Ok. Maintenant, l'inconvénient de la volatilité, comme je vous dis, c'est que ça réagit par rapport au prix. Donc la volatilité, c'est très trompeur, parce que vous ne pouvez pas la prévoir. Il faut toujours réagir avec la volatilité. C'est ça qui est chiant. Ok. Bon, bref, faisons-le quand même. Donc l'exercice ici, il est tout con, d'accord? Ça va être de dire, tant que vous n'êtes pas dans votre zone de flux, ok, à chaque fois qu'on tape la borne haute de volatilité, vous dégommez le truc. Terminé. Donc là, vous dégommez le bordel, là, vous dégommez le bordel, et vous ne cherchez pas à comprendre. Ok. On n'optimise pas le point d'entrée. C'est de dire, dès qu'on a une borne de volatilité, on short dans le sens du flux, tant que la zone proposée de volatilité se trouve hors de la zone de support. D'accord? Donc là, si on vient là et qu'on frappe une borne de volatilité ici, celui qui suit le flux, my God. Ok? Ça marche comme ça, c'est compris? Dans la zone, on ne suit pas le flux. Terminé. Ok? Comment on récupère les profits? La méthode la plus simple, c'est troisième borne. Boum! Dès qu'il y a une troisième borne, casse-toi. Qui dit troisième borne dit qu'il y a eu un rebond avant. Hein. On est d'accord. Jusque-là, ça va. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu un rebond. Donc, faut pas vous mettre à flipper. C'est-à-dire, quand tu t'es mis à la vente ici et que d'un coup, il y a un gros rebond, parce que ça, c'est le premier truc que vous allez avoir entré dans les flux,
Ah merde. Non, ouais, c'est ça que je voulais faire. C'est que quand tu as tradé par là, tu es le meilleur trader du monde. C'est fantastique. Ok. Attends, je vais vous le remettre en temps réel. D'accord? Donc là, ça y est, t'es le roi du pétrole. Putain, ça y est, j'ai tout compris. J'arrive à suivre les tendances alors que c'est des flux. Enfin, tu vois, ça, j'en vois plein hein, sur Twitter. Ils me font pleurer de rire. Mais bon, bref. Donc, déjà, savoir que ici, tu es dans un flux. Donc, tu connais ta stratégie. Tu sais qu'il n'y a pas vraiment de séquence. Il va vraiment falloir suivre ton marché. D'accord? Mais il faut savoir à quel type de marché tu vas avoir affaire. Dans ces types de marchés-là, savoir TP au bottom, ça nécessite de savoir lire les volumes. Et ça, vous ne savez pas encore le faire. Okay, enfin, on le verra peut-être après, c'est comment vraiment anticiper les zones de retour de flux. Mais ça, c'est pour vraiment gérer le flux achat-vente, quoi. La base du truc, c'est que si vous voulez suivre un flux, d'accord, ça sous-entend de savoir trouver la troisième borne du flux, puisque c'est là où vous allez récupérer vos profits. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir peur des rebonds. C'est-à-dire que là, par exemple, quand il y a le rebond, tu te dis, putain, j'ai acheté là, si j'avais pu, enfin, j'ai vendu là, si j'avais pu racheter là, franchement, j'aurais été vachement mieux. Ok, dans un flux, il y a toujours des troisièmes bornes. Il y a toujours des exceptions à la règle, où ça va V-bottom, etc. Dans ce cas-là, au pire, vous prendrez un stop à break-even. Mais bien retenir qu'il ne faut pas avoir peur des rebonds dans les flux. La seule information qu'il vous donne, c'est que si ça rebondit suffisamment pour retourner le putain de contexte, ça veut dire que la troisième borne arrive et qu'il ne faut pas que vous vous gaviez, d'accord? L'erreur number one du trader de flux, c'est que si ici on a retourné le contexte, quand ça revient là, qu'est-ce qu'il fait le trader de flux? Il va mettre un TP ici. Gros débile. Non, troisième borne égale je me casse. Ok? Truc tout con. Ok? Dès que ça rebondit, vous savez qu'il faut sortir. C'est le message, il est clair. Ça rebondit, au lieu de stresser en mode et puis du coup, dès que ça rebaisse, ouf, j'ai bien eu peur, mais du coup, je vais essayer de compenser ça avec plus de gains. Nope, ok? Ça rebondit dans un flux, c'est que il va falloir TP juste derrière. Terminé. Si vous n'avez pas tradé le flux, c'est quoi la meilleure chose à faire? Attendre le rebond et trader la fucking troisième borne. C'est-à-dire prendre juste l'aspect opposé du trade. Dès qu'il y a un rebond, vous savez que ceux qui suivent le flux vont faire un TP. Profitez de cette info et trader la putain de troisième borne. À défaut de regarder le truc en mode comment j'aurais pu profiter ou je sais pas quoi, non. Non. Quand vous n'êtes pas dans un flux, la meilleure des choses à faire, c'est de trader là où les autres vont récupérer leur thune. Faire la même chose qu'eux, mais sans avoir eu les ventes d'abord. Attends, il faut respecter les 50% de contexte de ce rebond pour le considérer comme valide. Attends, là déjà on est en volatilité, donc tu remets tes contextes, ok? Dès que tu renverses le contexte, tu sais qu'il y a une troisième borne qui arrive. Ok, donc là je le sais qu'on l'a renversé le contexte. Donc ici tu sais qu'il faut faire un truc. Ah putain non, en plus ici on l'a pas renversé. Oui, c'est le cas un peu particulier, justement. Là ça fait un peu chier justement, c'est qu'on a rebaissé tellement vite qu'on n'a pas retourné. Donc ici, quand tu as ça, le seul truc qui peut se passer, c'est quoi? Bah, c'est une troisième borne en retard. Tu t'en rappelles de ce truc-là. Mais comme on avait déjà retouché le bottom, c'est justement là où moi je te dis, j'ai compris que ça sentait pas bon sur l'eurodoll. C'est typique là. C'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, là, il faut vraiment un gros rebond maintenant. Il faut qu'on casse tout. Sinon, bah, si jamais ça rechute, je casse. Enfin, je casse, j'invalide quoi. Puisque moi, mon but, c'était d'acheter la troisième borne. Hein. Enfin, d'acheter. C'était d'avoir un rebond significatif pour renverser les UT supérieurs. C'est-à-dire qu'il fallait remonter à 1,12. Bon, bah, c'était clairement pas ce qu'on a eu. D'accord? 1,12, c'était ma validation de mon exit ici. Moi, je tradais sur ces UT-là. Donc, moi, mon but, c'était de valider l'exit que j'avais. Bon, bah, c'est pas le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. Pire, donc du coup, on recasse. Donc, je suis obligé d'invalider. Ça, j'ai bien compris. Hein. Moi, quand ça va pas comme il faut, je sais. Hein. Voilà. Là, clairement, c'est là où j'ai compris. Hein. Tu vois, ici, j'ai pris mon alerte et c'est là, j'ai coupé moi à 1,35. Enfin, 1,035. C'est là où j'ai coupé le trade l'autre jour. Et si on se met sur les 50% contexte de l'UT supérieur, en l'occurrence le daily, du coup, on n'a pas franchi. Est-ce qu'il y a une info ici ou pas? Alors, même chose, d'accord? Tu vas de toute façon, tu peux trader n'importe laquelle des troisième bornes. UT-2, UT-3, dans la zone de demande. D'accord? Donc, la stratégie que tu connais, en fait, quand je vais te donner la séquence, tu vas faire, oui, c'est vrai que ça se passe toujours comme ça, je l'ai déjà vu. C'est qu'en général, tu vas enchaîner 3, troisième borne de range sur l'UT-3, et après, ça va forcément en créer une sur l'UT-2. Tu captes le truc? Là, on va probablement faire une troisième borne, ce sera la deuxième. On va en faire encore un coup, on en fera la troisième, et normalement, celle-là, en général, elle retournera le... Attends, donc, la séquence la plus classique, d'accord, c'est qu'à chaque fois que tu en fais 3 dans une UT
inférieur, ça déporte tout de suite le range sur l'UT supérieur derrière. C'est-à-dire qu'en général, là, une fois qu'on en aura fait 3, on va être obligé de retourner les contextes daily. Ce qui fait qu'on aura une troisième borne daily. OK? Au pire, hein? D'accord? C'est-à-dire qu'après, une fois avoir épuisé le flux en 4 heures, il va falloir essayer de voir si on peut le poursuivre en daily. C'est-à-dire que si ici, la troisième borne qu'on fait, elle est pétée, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir faire 3 troisièmes bornes de range en daily. Tu vois le délire ou pas? Avant de pouvoir avoir un rebond. Ça te parle ou pas du tout? Ça, c'est une séquence que normalement, tu as déjà dû voir. Bon, c'est pas grave, tu la verras. Mais bon, c'est ce schéma assez classique, si tu veux, de attention, mais en général, quand on a fait 3 dans une UT, ça a tendance à déporter sur l'UT supérieure. Et après, bah, soit cette troisième borne, elle tient et tu as fini de travailler ta zone, et on va repartir chercher l'autre borne du range après, donc plus haut, etc., etc. Comment on va travailler à l'intérieur de ce truc, c'est compliqué. Mais pour vous, au début, il faut retenir une chose très simple. Borne de volatilité dans le sens du flux, mais jamais à l'intérieur de la zone. Troisième borne, take profit. Si vous n'êtes pas dans le flux, la seule chose à trader, c'est les troisièmes bornes. Trade, in, out, rapide. On ne se prend pas la tête. Moi, j'étais pas mal chaud sur le Rodol parce que j'avais les exits sur les UT hebdomadaires. Bon, bah, ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'on est sur la borne mensuelle. Voilà, c'est tout. Moi, je vous le dis, je suivais ce que j'avais devant les yeux, quoi. J'avais des belles gestions du risque en hebdo. Sur ma zone mensuelle, je pensais qu'on n'allait pas forcément rentrer dedans. Non, non, c'est pas que je me suis trompé de time frame. Je savais qu'il y avait un risque mensuel. On en avait parlé plein de fois. Mais je vous ai dit, on arrive sur une zone où pour moi, il n'y aura pas de cassure baissière mensuelle. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est des fausses cassures hebdomadaires. Donc moi, j'ai tradé contre ces cassures. Bah, maintenant, c'est mauvais pour moi parce que la cassure hebdomadaire, elle est là. Tu vois, moi, je vous avais dit, je vais trader contre ça parce que je pense qu'on cassera pas. Et ben, je me suis planté. C'est là où je me suis trompé. Mais non, 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 non. Pour moi, le bottom était déjà fait, en fait. C'était plus de dire, pour moi, ça, on n'allait jamais repasser dessous. Moi, c'est vers cette zone-là que j'ai payé. Donc pour moi, ça, c'est mon invalidation. C'est tout. C'est juste, pour moi, à l'époque, on avait fait le bottom. Et ici, il n'y avait aucune autre raison de baisser. C'était de dire, moi, j'avais mon range, il était mature, et on allait en sortir par le haut. Bah, je me suis planté puisqu'on en sort par le bas. C'est là où je me suis trompé, c'est tout. Pour moi, on avait touché la zone mensuelle ici. Je te remets les indices. Pourquoi ils ne veulent pas d'ailleurs? Voilà. Okay. Pour moi, ici, on a tenté de tenir des clôtures. J'avais un très beau rebond ici à l'intérieur du contexte. Je pensais qu'on avait fait le bottom tout comme à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'on allait former un petit range à la con, ce qu'on avait fait, et qu'on allait en sortir violent par le haut. Et puis voilà. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vient de changer. Et je vous dis, je pense de plus en plus que l'euro-dollar, la suite, c'est ça, quoi. C'est qu'on va revenir chercher le bas du range trimestriel, mais qu'il va falloir choper une borne vendeuse. Donc on va d'abord baisser, je vais peut-être me faire stopper, mais par contre, je pense toujours qu'on repasse par là avant d'aller quoi que ce soit réellement, durablement sous la parité. Maintenant, bah, c'est pour ça que je vous dis, j'ai une gestion du risque à faire pour savoir combien de temps il va falloir qu'on passe à l'intérieur de cette putain de zone mensuelle du coup. Non, non, ils sont pas forts. Juste que, encore une fois, on va faire le même type de conneries dans l'autre sens derrière. Et comme on a une dynamique plutôt de fond haussière, je pense que ça va monter assez sévère l'euro-dollar. Je ne pense pas qu'on mettra 4-5 ans à démonter du dollar. Hein. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, ce qui me gêne, c'est quand je vois des gens me dire ah, mais alors du coup, il faut qu'on se débarrasse de nos euros. Ben non, 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 détends-toi, Coco. C'est quand on sera à 1,35 qu'il faudra le faire. Enfin, 1,30, 1,35. C'est là qu'il faudra commencer effectivement à diversifier. Si tu fais du monétaire, en tout cas, il faudra se hedger contre les risques de baisse de l'euro, parce que derrière, il y a de fortes chances qu'on ait des grosses baisses sur l'euro. Oui. Mais dans un deuxième temps, pas today. D'abord, il faut passer par la zone de vente. Et la zone de vente, elle est là. Ok. Donc, il faut passer par là pour accéder à ça.
Et à défaut, hein, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment d'historique, mais ça sent bien. C'est de dire au pire, si vraiment l'euro-dollar doit aller là, ce qui est possible, hein, moi je ne pense pas du tout que ce soit là qu'on aille, hein, je dis, mais c'est possible. Si on va là, ok, bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est dans ce cas-là un bon gros neuneu trimestriel. C'est de dire, bah, à défaut de, je vais me positionner comme ça. C'est-à-dire, je vais prendre plus haut, plus bas. Bon, là, je ne sais pas si on peut réellement prendre ça comme référence. Théoriquement, je devrais, hein, mais bon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Faisons-le. On prend point haut, point bas, neuneu, et terminé. D'accord? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, l'eurodoll, il va falloir retaper les 1,35, ça va se péter la gueule, etc. Qu'est-ce que vous avez là comme pattern d'ailleurs, si on remonte là-haut? Alors, il faut se mettre en trimestriel du coup. Voilà. Ça, on s'en fout aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs. J'ai dû la tracer pour voir si elle était là. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Donc là, on n'a pas les contextes trimestriels, mais admettons que vous les avez. Hein, donc votre contexte trimestriel, il va faire ça et il est là, hein, d'accord? Le canal trimestriel. Donc là, on est en train de passer sous les contextes trimestriels. Qu'est-ce qui se passe du coup? Si on remonte là. Alors c'est plutôt pour les traders de range, mais vous avez le repli neuneux. Hein. Donc on est passé au-dessus de la zone, on vient dans la dumb zone, on ne la traverse pas, c'est pour ça que je pense qu'on n'ira pas là. Okay, et bim, on se replie violent ici, et là, bam. Qu'est-ce qu'on fait avec un repli neuneux? On vise la borne opposée. Ok? Donc je vous dis, pour moi, pour aller à 0,80 sur l'eurodoll, il va falloir passer par 1,35. Je ne sais pas quel narratif à la con va faire qu'on va réussir à justifier la baisse du dollar, ou je ne sais pas. Tout ce que je vous dis encore, c'est qu'il y a des gens qui expliquent ce qui est en train de se passer, il y a des gens qui l'ont tradé avant. Moi, je fais partie des deuxièmes. Non, pas du tout. Pas forcément. Ah non, vraiment pas. Mais je pense qu'on n'aura aucun mal à avoir un euro-dollar à 0,80, 0,70. Moi, ça me gêne pas plus que ça. C'est plus de dire quand on est à de tels niveaux sur l'euro-dollar, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas avoir des investissements qui arrivent de partout, en fait. Économiquement parlant, c'est pas mauvais du tout un taux de change bas. C'est chiant pour ton tourisme ou tes conneries comme ça, mais c'est très très bon pour les investisseurs étrangers. C'est pour ça que les zones économiques s'équilibrent, en fait, entre guillemets. Quand les flux vont tellement fort dans un sens, pour ça je vous dis faites gaffe là, à tous les coups, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec tous les flux d'investissement américains qui vont venir déverser des milliards chez nous. Bon, on est à 1 heure, de toute façon on ne va pas dériver. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous aujourd'hui les notions de flux et de tendance? D'accord? Il n'y a aucun problème à trouver des tendances 15 minutes, mais ça veut dire que bah, vous avez formé un range 15 minutes et que c'est le time frame le plus large que vous ayez. Il y a peu de chances que vous trouviez des tendances en 15 minutes, sauf si vous avez un actif qui vient de commencer à trader il y a 2 mois. Même pas 2 mois. Enfin voilà. Vous saisissez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un range mature 15 minutes qui ne soit pas à l'intérieur d'un range horaire. Sinon, bah, c'est l'horaire qui pourrait breaker et définir le time frame de référence de votre tendance. Ça vous va jusque-là? Tout le reste, ça va être des logiques de flux. OK? Alors, pour les trader, c'est pas compliqué. Identifier la zone d'objectif. D'accord? S'il y a un flux, c'est qu'il y a un range. Ok? C'est que vous déplacez les prix dans un range. Donc, règle number one, trouvez la zone de gestion de ce putain de range. D'accord? La zone dans laquelle, si vous arrivez à vous convaincre de suivre le flux, ça va mal se passer pour vous. Le problème number one dans les flux, ce sont les gens qui les suivent en permanence et qui n'identifient pas l'objectif d'un flux, qui est d'aller traiter une zone de prix B. Quand on arrive dans la zone d'objectif, quand il y a une tendance, vous savez ce qui se passe, divergence, pullback, excès final. Quand il y a un flux, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, quand vous êtes dans la zone d'objectif d'un flux, on arrête de trader, bordel de merde. OK? Donc, dès qu'il y a la moindre troisième borne qui va se produire dans la zone de flux, cassos,
profit, et tant que ça rebondit pas suffisamment pour ressortir de la zone et éventuellement vous reproposer un suivi, ok. Retenez la dernière chose, quand vous avez eu 3 troisième bornes, ne suivez plus le flux, putain. Ou alors suivez-le sur l'UT supérieur. Ok. Dès que vous avez 3 troisième bornes qui se sont mises sur le time frame que vous suivez, arrêtez le suivi sur ce time frame. Passez sur le time frame supérieur. Voilà toutes les règles que vous devez connaître. Oui, que c'est pas insurmontable. Enfin, normalement, vous devriez y arriver. Enfin, voilà. Mais il faut des notions déjà assez avancées. Ça veut dire qu'il faut savoir trouver la borne de son fameux range, pas se mélanger dans les time frames, etc. Mais une fois que vous avez trouvé cette zone, easy. Borne de volatilité opposée sur les UT -2, -3. En général, ça commence par le -3 et des fois, ça s'étend sur le -2. Dès que vous avez 3 troisième bornes, terminez sur ce time frame-là. Et vous êtes sur un TP obligatoire dès qu'il y a une troisième borne dans la zone d'arrivée. Les troisièmes bornes intermédiaires, je vous recommande de prendre des profits partiels, mais pas forcément totaux. Ok? On prend un petit TP 50%, et on met le stop à break-even. Et on se laisse porter sur le reste du flux. Les troisièmes bornes dans la zone, cassos. Troisième borne, cassos 100%. D'accord? Quand vous enchaînez 3 troisièmes bornes, enfin quand c'est la troisième des troisièmes bornes, sortez tout, putain. Tous vos profits. Prenez tout et vous laissez finir le flux tranquille. Et vous reprenez éventuellement le suivi de ce flux, mais sur l'UT du dessus. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Euro-dollar, on l'a vu, le flux actuellement, il est en 4 heures. Ok? Donc, comme on l'a dit, si vous utilisez la volatilité, parce que c'est plus facile de gérer avec la volate, ok? Vous aviez donc, comme on l'a dit, un trade là, un trade là. Ok? Ça marche ou pas? Jusque-là, ça va? Ici, il y avait un gros risque de troisième borne, mais on n'est pas passé dedans. Et ici, bon, un petit TP partiel, si vous voulez. Je pense qu'il était plutôt pas de refus, celui-là, pour sécuriser un peu vos gains. Et vous mettez toujours les trades à break-even. D'accord? Dès que vous arrivez sur une troisième borne, il faut qu'il y ait eu mise à break-even. Ok. Donc là, vous savez qu'il y en a une autre qui arrive. Ok? Enfin, qui arrive. Il y en a une qui arrive. Pourquoi? Parce que c'est toujours des ratios 1 pour 1. D'accord? À chaque fois qu'on break, on va toujours chercher les ratios 1 pour 1. En général, donc là, ici, tac, il faut reporter ça. Donc c'est par là que ça va à peu près s'arrêter. Et là, on va probablement avoir la fameuse troisième borne. Ok? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Celle qui n'a pas marché ici de troisième borne, elle va probablement marcher ici. Jusque-là, ça va? On ne fait qu'appliquer les règles que je vous ai données. Hein. Donc là, vous savez qu'il y a une troisième borne qui va arriver. Cette troisième borne, elle est dans la zone. Donc qu'est-ce que vous faites? Non, pas achat. Alors oui, achat si tu n'es pas vendeur, mais on l'a dit, si tu suis le flux. Là, je vous apprends à suivre le flux. Mais non, pas on fait rien. Troisième borne dans la zone, TP obligatoire. Casse-toi. Voilà, tu prends tous tes gains. Mais par contre, comme c'est pas la troisième borne, si tu veux, tu peux tenter une reprise du flux une dernière fois, d'accord? Mais par contre, tu sais que la prochaine troisième borne, ce sera la troisième, et là, tu te casses et tu ne fais plus le suivi sur cette UT-là. Ça veut dire qu'après, tu vas devoir attendre celle-là de borne de volatilité. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche ou pas? Je ne sais pas si je suis assez clair. Ah non, mais si tu veux tirer parti d'un flux sur l'UT supérieur, aide la gestion du risque de l'UT supérieur. Là, tu sais que concrètement, ce qu'on recherche ici, c'est les bornes d'un range mensuel. Eh ben, attends d'avoir des signaux de tendance mensuelle, en fait. Il est là le trade à faible risque. Ok? C'est là qu'elle se passe ta gestion. Cherche toujours le trade à moindre risque, plutôt que de chercher à prendre des risques fous furieux. Si tu veux anticiper le reverse mensuel, par contre, tu utilises les stratégies expérimentées, c'est-à-dire, par exemple, 3 troisième bornes de range alignées, tu as plutôt intérêt à dégommer. Ce genre de truc, tu vois? Là, pour l'instant, le flux, il ne veut pas s'arrêter là. On a un espèce de flux constant, il n'y a pas de troisième borne qui arrive, etc. C'est la merde. Enfin, c'est la merde, c'est chiant.
Donc pour l'instant, bah, il faut invalider pour ceux qui sont invalidés parce qu'il faut quand même respecter tes gestions du risque. Et puis voilà. Moi, je me fais prendre par le flux vendeur, donc je dois gérer mon risque. OK? Jusque-là, ça devrait normalement aller. Donc maintenant que j'ai ma séquence un peu à la bourre, d'accord? C'est-à-dire, moi, je pensais vraiment qu'on allait coller une troisième borne ici, donc que j'allais être tranquille, et qu'ici, on allait vous la coller derrière, vénère, avec le fameux exit que j'avais sur les UT supérieures, qu'allait vous mettre une grosse quenelle dans la gueule, et ici, j'allais vous racler la gueule jusqu'à un 20 derrière, et puis après, on allait rester là, tu vois. Moi, c'était ça pour moi le plus probable, vu que j'avais des exits ici. Du coup, j'ai été très agressif sur le traitement de cette zone mensuelle. Je me suis planté. Et je vous le dis, mais j'ai pas peur, je me suis planté. Voilà, euro-dollar, c'est une invalidation. C'est pas grave, c'était un trade, il y en a plein d'autres. Mais j'avais des signaux qui m'amenaient à être agressif. Point. J'avais des raisons de le faire et je le referai. Hein. Je veux dire, j'aurais refait la même chose de la même façon. Pour l'instant, moi, j'ai pas commis de bêtises. Voilà, là, j'ai invalidé à 50% parce que bah, j'étais en vacances, j'ai pas eu le temps de faire d'un plus trop. Mais le premier truc que j'étais obligé de faire, c'est quand j'ai vu qu'on cassait ça, je sais qu'on va tirer ce ratio 1 pour 1. Donc, je savais qu'on allait chercher la parité. À ce moment-là, c'est de dire, est-ce que moi, mon stop loss mensuel, là, il est par là, d'accord? Il est à 0,96, je sais plus combien. Donc, je me suis dit, 1 dollar, 0,96, ouais, non, non, hors de question, il faut que je repousse un peu plus. Donc, je coupe une partie de la position, je repousse le stop, et voilà. Et si on va là, je perds 3% de capital. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas mourir. Hein. Je vais vraiment, vraiment pas mourir. C'est juste de dire, voilà comment je gère. Mais c'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire qu'avec des entrées, là, on va dire, je sais pas, je suis rentré là et là. Donc tu vois, avec ça, je dois avoir un prix de revient moyen à 1,06. Et un stop, comme je te dis, à 0,96. Je te remets la perspective de la gestion en mensuel. Hein. Alors, on revient en canal. OK. Donc, moi, c'est de dire, grosso merdo, tu te dis aujourd'hui, j'ai 1,06 sur l'eurodoll. OK, je vise 1,35, 36 et j'ai un stop à 0,96. Voilà. Si ça, tu ne retrouves pas les bons vieux ratios risque-rendement que tu connais en range acheteur, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est les bons ratios et tout ça. Donc, je sais ce que je vise, je sais ce que je risque. Ça correspond à des ratios que je connais très bien, puisque ce sont les ratios du range acheteur. J'ai à peu près 1 pour 2. OK? Donc, ça colle. Point. J'ai pas peur, si tu veux, de te dire que je suis dans les cadres de ma gestion et ce qui se passera derrière, j'en ai rien à foutre. Ça dépend pas de moi. C'est le marché qui décide, pas toi. Moi, je sais que je suis dans mon cadre de gestion. Point barre. Maintenant, est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Ben, j'en sais rien. Je sais juste, par contre, que confronté 100 fois à ce type de contexte, je gagne de l'argent. Au bout des 100. Maintenant, sur l'euro-dollar, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner aussi baissier? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Ok, maintenant pour l'instant, je mange un flux baissier qui cherche mon invalidation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Ok? Et s'ils y arrivent, eh ben, j'ai pris une perte. C'est pas grave. Mais oui, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et il ne faut pas que ce soit le cas pour vous. J'ai fait un choix. Voilà, moi, je fais le choix du range haussier. J'ai toutes les raisons pour le faire. On est survendu sur un contexte et dans un marché haussier. Normalement, ça paye. Point. Ils peuvent chercher mes stop-loss. Hein, voilà. Tout ce que je vous ai dit, c'est que pour l'instant, j'ai compris que 0,96, c'était un peu en risque. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je recule. Là, je sais plus, je dois avoir 0,93 ou un truc comme ça en invalidation. Donc là, je suis beaucoup plus serein pour pouvoir absorber leurs conneries. Alors, je sais pas, on verra plus tard. Là, on fait des exercices et vous m'avez un peu fait dévier. D'ailleurs, ça fait plus d'une heure qu'on est. Voilà, je coupe le record, on passe au range. Et éventuellement après, mais il faudra que je mange aussi, peut-être quand même au moment donné. Bon, désolé, on coupe le record. Aujourd'hui, on a un peu dérivé. Bon, il y avait des questions intéressantes. On refera des exercices sur ces logiques de flux, mais aujourd'hui, vous en avez déjà un dégrossissement. Et je m'attellerai à vous mettre ça dans le précis rapidement. Bon, c'est du niveau expérimenté pour moi le flux, puisque je vous dis, ça nécessite de savoir apprécier correctement, sans zone d'ombre, les bornes du range dans lequel vous allez trader les flux. D'accord? Il faut savoir le faire correctement, il faut savoir trouver ces zones-là. Sinon, ça ne marche pas.
À l'intérieur du flux, clairement, il faut savoir être sûr qu'il n'y a pas de logique tendancielle, parce que s'il y a une logique tendancielle, putain, faut utiliser la séquence de tendance et pas essayer d'appliquer les flux à la place, d'accord? Et à défaut de pouvoir faire ça, c'est-à-dire vous avez identifié le range et il n'y a pas de tendance, dans ce cas-là, appliquez la logique de flux si vous voulez suivre les déplacements de prix. Cette logique de flux, elle est très simple, enfin, elle serait très simple. D'accord? Elle nécessite déjà d'avoir identifié la borne, puisque si vous ne savez pas le faire, vous allez trader dans la zone de demande et ça va être le catastrophe. Et si vous ne savez pas identifier la tendance et que vous tradez une tendance comme un flux, ça va mal se passer aussi. OK? Donc, dans une tendance, breakout, deux suivis de tendance, divergence, pullback, excès final, ça marche pratiquement à tous les coups. Si vous le voyez et que vous avez une tendance, tradez la tendance. À défaut de, identifiez la borne de range et vous pouvez trader les flux, UT-2, -3. Et en général, c'est très simple. Dès qu'il y a une troisième borne, take profit partiel. Si la troisième borne est à l'intérieur de la zone de demande, cassos. OK? Et dès que vous avez eu 3 troisièmes bornes dans ce flux, arrêtez de trader sur ce time frame. OK? Et vos zones spéculatives sont hyper simples. Alors, il y a plein de méthodes pour y arriver. On en a vu une, par exemple, avec Monkey Business, qui marche avec les contextes et la moyenne. Vous pouvez utiliser les bornes de volatilité, ça marche très bien aussi, etc. Voilà. OK? Et donc, vous vous positionnez dans le sens du flux, soit sur la volatilité, soit sur moyenne plus contexte, et sans vous casser trop la tête, OK? Vous suivez toujours ce flux. Ça marche? La taille du stop loss, oui, parce qu'on ne l'a pas vu. Bon, bah, pareil, vous pouvez. Alors, si vous prenez les références en canaux, vous pouvez toujours utiliser le canal de tendance. C'est de loin la meilleure des références. OK? Stop loss, taille du canal de tendance, normalement, ça passe. En volatilité, bah, soit vous, je ne sais pas comment faire, parce que c'est chiant, justement, la volatilité modulaire. Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de passer en canal et de choper la taille du canal de tendance, quoi. C'est de dire, si vous tradez en volatilité, ok, donc on l'a vu, vous avez un trade par là, là. Vous tradez vraiment sur la borne de volat. Hein. Cherchez pas le point haut, c'est juste de dire, au moment de la borne de volat, vous tradez point bas. Des fois, ce sera le point haut parfait, des fois non. Là, c'est pareil, vous tradez ici, c'est pas le point haut parfait, mais ça marche. Ok, quand vous tradez sur ces zones, donc admettons, je trade celle-là, ici, quand vous arrivez sur la borne de volat, vous allez me chercher la taille du canal de tendance. Ok, vous switchez en mode tendance, enfin en mode canot. Ok, vous prenez la taille du canal de tendance pour votre stop loss. Ça marche? C'est de toute façon la taille du canal de tendance pour le stop loss, c'est la référence. Moi, j'utilise ça tout le temps. C'est de loin le meilleur dimensionnement du stop loss parce que c'est beaucoup plus prévisible et adaptable que la volatilité. La volatilité, elle, c'est des bornes qui s'ouvrent, se ferment, enfin c'est la merde, vous aurez des tailles de stop loss tout le temps variantes, c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment pas bon. Le canal de tendance, c'est de loin la meilleure taille de stop loss pour vos trades. Alors sur le range, les 3 BR acheteuses au sujet des trendlines qui cassent... Oula, attends, compliqué. Sur le range, les 3 BR acheteuses au sujet des trendlines qui cassent la 3 BR pour établir le... Reformule, please. J'ai pas parlé de trendline, hein. À aucun moment donné, j'ai parlé de trendline normalement, donc je comprends pas ta question. Sur la 3BR à la vente, tu me places une trendline pour les suivis de tendance. Ah non, non. Ah, je fais jamais ça. Dans les ranges, les lignes de tendance, c'est le truc à surtout pas faire. Hein. Pour les suivis de tendance, si elle casse la 3BR. Ah, je comprends pas du tout ce que tu me racontes. Je suis désolé, hein, mais là, je comprends pas du tout. Voilà, essaie de me l'illustrer en message privé, on verra ça. Mais ça, à mon avis, il y a une mauvaise compréhension. Parce que c'est pas clair dans ta tête déjà. Enfin, j'ai l'impression. Ou alors c'est que tu n'arrives pas à l'exprimer. Bon, on verra. On arrête là, on passe au range. Ciao, ciao. Et à dans 2 semaines. Hein. Ah merde, non, dans 2 semaines, je serai peut-être en... Non, dans 2 semaines, je serai là.